Bonsoir chers internautes, ravi de vous recevoir sur la chaîne GPTV pour Un soir avec Lara. J'ai l'énorme plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Dimitri Koshko, donc journaliste, réalisateur, militant associatif. Dimitri de Koshko est président de Stop et fondateur d'ailleurs de Stop Russophobie et de l'association France Oral, cofondateur du prix Russophonie et des Journées du livre russe, premier président et président honoraire du conseil de coordination du Forum des Russes de France. De quoi allons-nous parler aujourd'hui avec Dimitri? Je pense qu'il y a un axe. Il y a un axe sur ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, ce qui se passe en Syrie, qui est intéressant à voir du point de vue russe. Et c'est ce qu'on peut aborder ensemble, Dimitri. Donc voilà, le 8 décembre, on pense que Damas est tombé. Donc la Syrie est tombée et Bachar el-Assad a quitté la Syrie et a quitté ses fonctions présidentielles. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui se passe actuellement en Syrie du point de vue russe, justement? Bonsoir à tous. Merci Lara de cet accueil. Alors, moi je suis un journaliste français, mais je suis de très près, évidemment, ce qui se dit du côté russe. Or, nos médias subventionnés, malheureusement, n'en parlent pas d'une manière équilibrée et ne fouillent pas vraiment. Et puisque les informations russes, les médias russes sont censurés en France aujourd'hui, bien évidemment, il faut aller les chercher. Ça demande un peu d'effort. Alors, en gros, je dirais, premier point, les Russes, la Syrie, ce n'est pas rien pour eux parce qu'il y a quand même eu des gens qui sont morts, qui reposent en Syrie aujourd'hui pour avoir voulu défendre le pays contre les menées islamistes contre lesquelles on se prononce officiellement en Europe occidentale et notamment en France, mais qui en fait étaient évidemment les jouets des puissances occidentales, les mêmes qui aujourd'hui s'attaquent à la Russie sur le territoire ukrainien. Donc, c'est toujours l'ambiguïté ici quand on a une dénonciation des islamistes. On ne peut jamais aller jusqu'au bout parce que la plupart de ces organisations islamistes sont en fait soit téléguidées, soit financées par les Occidentaux ou des membres de l'OTAN, comme par exemple dans le cas de la Syrie, comme par exemple la Turquie, et puis dans une certaine mesure par Israël pour ce qui concerne par exemple les Kurdes. Donc, on est dans cette ambiguïté-là dès le départ. Ensuite, pour ce qui est des Russes, aujourd'hui, je dirais la façon qui explique leur conduite pendant cette offensive éclair, on peut dire, des forces islamistes un peu reconverties, un peu présentées médiatiquement comme des rebelles quasi modérés ou presque, même si leur chef, Monsieur Abdou al-Juliani, qui s'appelle en fait Al-Shara, était quand même un des responsables des mouvements islamistes les plus engagés, les plus fanatiques et les plus criminels. Bon, mais comme le disait en son temps M. Fabius, Al-Nusra, dont Giuliani était un des chefs, et faisait du bon travail. C'est une émanation d'Al-Qaïda. Absolument, c'était une des émanations de Al-Qaïda. Alors, il va y avoir des nuances, mais on y reviendra, entre les différentes tendances islamistes, et je dirais que c'est peut-être ce qu'il faut guetter pour l'avenir. Maintenant, les Russes, ils ont eu comme position ce qui a été exprimé par Poutine il y a déjà quelques mois, qui avait en quelque sorte annoncé le devenir d'aujourd'hui. Il n'avait peut-être pas prévu que ce serait aussi rapide, mais en disant si les Syriens ne veulent pas combattre, personne ne peut combattre à la place des Syriens. C'est-à-dire que s'il avait fallu défendre Bachar al-Assad
et garder en place le même régime ou la même organisation politique, il aurait fallu que ce soit les troupes russes qui se battent à la place des soldats syriens qui, eux, visiblement, ne pouvaient plus et ne voulaient plus se battre. N'était pas très motivé en tout cas. Ouais. Ne pouvaient plus parce qu'ils étaient dans la misère totale, ils étaient dans une pauvreté absolument terrible. Cette pauvreté entraînait des pratiques de corruption totalement inefficaces pour le pays et évidemment très impopulaires au sein de la population. Et disons que la lassitude était là, et il y a des témoignages qui ont été donnés d'ailleurs par les télévisions russes, notamment d'anciens officiers ou d'officiers russes qui ont servi en Syrie, qui ont expliqué un peu que, en fait, l'armée syrienne avait quelques corps d'élite qui pouvaient combattre efficacement, mais ces corps d'élite étaient souvent composés de gens soit des Alaouites, c'est-à-dire cette tendance chiite qui a toute une région en Syrie et à laquelle appartenait la famille Assad, avec Hafez al-Assad, le papa, et Bachir al-Assad. Et en fait, le régime avait tendance à ne pas trop faire confiance aux autres troupes. Et donc, ne les équipait pas forcément suffisamment, ne les nourrissait pas suffisamment. Il y a eu même des cas de soldats syriens qui tombaient, qui s'évanouissaient pendant les gardes parce qu'ils étaient insuffisamment nourris. Donc, on peut ne pas... la situation, en tout cas, était celle-là. Les Russes n'en disaient rien avant, mais c'est en fait, lorsqu'ils sont intervenus en Syrie, au moment où effectivement Damas était en danger, on peut dire que c'est quand même les troupes russes, y compris au sol, qui sont arrivés à arrêter l'offensive terroriste et l'offensive islamiste. C'est-à-dire arrêter, on parle de l'offensive actuelle? Non, je parle dès le début de l'intervention. Non, dès le début de l'intervention russe. Hein. Donc c'est entre 2017 et 2019, quoi, hein, disons. Ouais. C'est ce qu'ils ont toujours, en tout cas, ils l'ont accepté, mais c'était d'autant plus supportable qu'ils n'étaient pas en opération spéciale pour sauver le Donbass. D'autre part, c'est de toutes les façons une situation malsaine. Maintenant, incontestablement, il y a forcément dans des cas comme ça, je dirais deux tendances. C'est une, comme les troupes locales ne sont pas en état de combattre au niveau qu'il faut, pour les raisons que j'ai énumérées tout à l'heure, notamment, mais essentiellement la pauvreté et le mauvais traitement quelquefois de l'ensemble de la troupe. Eh bien, on a tendance au niveau du commandement à chercher des accords et à essayer de calmer le jeu. Et puis au niveau de la troupe et des soldats, ou même des officiers, quelquefois, on peut être assez vite contaminé par le climat de corruption qui peut exister au niveau justement de toute la société. Or, dans la société syrienne, il y avait, et il y a, et je pense qu'il va y avoir peut-être encore pire, évidemment une pratique de corruption qui n'atteint peut-être pas l'Ukraine, mais enfin qui est au même niveau, enfin quasiment. Non, mais de toute façon, quand les fonctionnaires, entre guillemets, sont mal payés,
c'est la première voie pour la corruption, Et les militaires, c'est y compris de l'armée. Donc, c'est une armée qui est absolument. mal nourrie et qui est mal payée, c'est une armée qu'on peut corrompre, donc parfaitement. Mais Donc en là, fait, oui, il aurait fallu, pour cette situation-là d'aujourd'hui, enfin de celle de l'offensive islamiste actuelle, c'est bien évidemment, il aurait fallu que la Russie s'en mêle directement, engage des troupes et se lance finalement. Et là, c'est une analyse que font les Russes. Et alors, de ce point de vue-là, il va falloir guetter ce que va dire le président Poutine, là, le 19. Le ouais. 19, il va y avoir sa rencontre annuelle avec Il a la presse et la population. Ils il a appellent ça déjà reçu, la ligne droite. j'ai Hein. vu, il a déjà reçu plus de 300 000 questions. Voilà, c'est ça. Et Donc, il tient le coup. Hein. Il fait des. Alors, c'est vrai qu'il fait des discours marathon. fleuves, enfin des interventions fleuves de, de 4 à 5 heures. Enfin, il dit des choses importantes. Et il faut reconnaître que, évidemment, il y a toute une part de questions préparées, il y a toute une part de sketch, d'intervention pour aider les familles à tel et tel endroit. Ça, c'est le côté propagandiste de la chose, hein, qui est le. C'est la loi du genre pour ce genre d'exercice. Il n'empêche que la façon dont il tient et dont il arrive à parler d'une manière assez intéressante quand même. Pendant les 4 heures, il n'y a pas beaucoup de chefs d'État, je pense, chez nous qui seraient capables de faire ça. Hein. Mmh. Et ce n'est pas les discours de Castro pendant des heures et des heures, puisqu'il y a effectivement des questions. Et pour ce qui est des journalistes et des gens qui sont dans la salle, il y a tout un élément effectivement spontané, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, qui au début est complètement organisé, et puis au bout d'un moment, il devient dépassé, et Poutine lui-même, visiblement, prend un certain plaisir à le dépasser, Mmh. comme il se sent assez sûr de lui pour pouvoir répondre à n'importe quelle question. Euh, c'est euh, c'est assez intéressant le jeu qu'il joue parce que je pense que de son point de vue, ça lui permet d'avoir des échos que ses proches ne lui laissent pas forcément avoir. Ça, Mmh. c'est un jeu que Poutine joue assez souvent, en fait, C'est comme par un test rapport de à. vérité en fait, Bah, pour avoir un petit peu plus d'accroche avec, ce qui se passe réellement dans la société. c'est la solitude du chef, hein, ça arrive partout. Il faut arriver de temps en temps à avoir d'autres sources qui ne soient pas contrôlées par les courtisans, en quelque sorte. Bien sûr, Et eux auront toujours tendance à vouloir dire des choses qui font plaisir pour exact. pouvoir se garantir Non leur mais propre promotion. c'est normal, les courtisans, C'est enfin, ils partout, sont pas c'est du tout partout comme prêts, ça. à donner la mauvaise nouvelle, c'est d'ailleurs, C'est oui, absolument, donc absolument, c'est ça partout comme ça. Donc, mais pour revenir, oui, ce qu'il va dire sur les perspectives de du Proche-Orient, qui, faut bien le dire, dans cette affaire, et évidemment, à partir de l'offensive que les Israéliens ont lancée contre les Palestiniens, bon, après l'épisode du 7 octobre, etc. Mais enfin, ce n'est jamais que l'élément déclenchant d'une politique que malheureusement on pouvait prévoir à partir du moment où Yitzhak Rabin a été assassiné. Eh bien, il est évident qu'aujourd'hui, le Proche-Orient est en train de redessiner ses frontières, ses rapports de force, qu'on a affaire à des tas à des ambitions et à des retournements. Alors, bien évidemment, premier intervenant dans cette affaire est fondamental pour l'offensive qui vient de se dérouler et qui a chassé Bachar, c'est la Turquie. C'est-à-dire que là, on a, dans toute sa splendeur, tout toute la, disons, la finesse orientale, je dirais, mais il y a d'autres mots en général qui sont utilisés, d'un Erdogan qui veut reconstituer une sorte d'empire ottoman, qui le fait tous azimuts d'une manière assez efficace qu'on ne voit pas toujours, mais qui est très présent
et en Asie centrale, donc ex-soviétique, sans doute jusqu'au Xinjiang chinois d'ailleurs, et puis du côté évidemment du monde arabe, où là c'est la revanche du monde ottoman, et évidemment c'est par rapport à la Russie une politique permanente de trahison et de relations, qui est assez subtile encore une fois, mais qui est évidemment peu fiable pour les Russes, peu fiable d'ailleurs pour nous aussi, hein, mais ça c'est évident. Hein. Ouais. En revanche, par rapport aux Israéliens, par rapport à Israël, il a une politique de dénonciation en public très forte, très, disons, où il peut se livrer à des joutes oratoires tout à fait spectaculaires pour son opinion publique et pour l'opinion publique de la rue musulmane, même des pays arabes. Mais en réalité, il est assez en bonne relation quand dans le nord de la Syrie, il mène des combats par des troupes que lui-même a implantées en Syrie avec des Syriens proxy en quelque sorte, mais qui combattent sous l'uniforme turc contre les Kurdes. Et d'autre part, tout en ayant des discours très anti-israéliens, 60% des carburants dont se sert l'armée israélienne viennent des ports turcs. Il faut quand même le savoir. Hein. Oui, mais de toute façon, je le dis depuis longtemps, hein, Israël est un allié de poids pour l'Azerbaïdjan dans sa guerre en Arménie, dans la guerre dans laquelle l'Azerbaïdjan a deux alliés à ce moment-là. Un qui est visible de tous, qui est la Turquie, et l'autre qui n'est pas visible de tous, mais connu de tous ceux qui s'intéressent au sujet, c'est l'Israël. Mais pour revenir en plus à cette question, dès le départ, en fait, tout le monde s'est posé la question, mais qu'a fait Poutine? Pourquoi est-ce qu'il a abandonné la Syrie? Est-ce qu'il a abandonné son centre d'intérêt alors que l'armée est sur place? Il y a des bases militaires, il y a des intérêts russes dans la région. Comment ça se passe aujourd'hui, Dimitri? Est-ce que ça, faut attendre le 19 décembre pour l'apprendre ou on peut non, déjà un petit peu se projeter? Enfin bon, visiblement, les deux grandes bases russes qui existent en Syrie, hein, il y a une base navale et une base aérienne. Oui. Il semblerait, là je suis au conditionnel, ce qui est sûr, c'est qu'elles ne sont pas attaquées. Il y a eu au début de l'offensive islamiste, il y a eu des incidents autour de la base de Tartus, et des incidents qui, semble-t-il, se sont essentiellement produits avec des dronistes. Donc, c'est les héros de la guerre contemporaine. Hein. Ouais. Visiblement, les Turcs, enfin, donc l'OTAN, les Américains ont envoyé, ou les Anglais, hein, puisque c'est ceux qui jouent le rôle essentiel, notamment pour équiper les islamistes. Vous avez vu que leurs équipements sont des équipements de l'OTAN et de Turquie. Enfin, c'est quand ils ont, et puis évidemment en soignant une image médiatique. Hein. Le même Al-Juliani, là, Al-Juliani, il s'est coupé la barbe, il est beaucoup plus correct. Et puis il a un discours qui se veut modéré, en tout cas, qui s'adresse, et ça c'est assez intéressant. Encore une fois, ce ne sont que des paroles verbales, comme aimait à dire Charles Pasqua, des paroles verbales qui n'engagent que ceux qui y croient. Il n'empêche qu'il a dit qu'il laisserait les chrétiens. Il a arrêté les exactions qui à Alep avaient commencé contre des chrétiens. Il a laissé les 11 églises chrétiennes qui existent à Alep. Il a même autorisé les marchés à être ouverts pour la Sainte Barbara, qui est une fête commémorée, hein, en Orient. Il a promis
de ne pas massacrer les Alaouites, donc disons le clan de la famille Assad. Il s'est adressé aux Kurdes, ce qui est alors là très nouveau, y compris dans la Syrie de la famille Assad. Il s'est adressé aux Kurdes comme à des citoyens syriens, ce qu'ils n'ont jamais été considérés comme tels. Ils ont toujours été considérés comme des réfugiés. Et ça, réfugiés, et ça depuis en fait les révoltes de 1920, il y a plus de 100 ans, et les Kurdes sont réfugiés. Bon, bref. Or là, il en a parlé comme des citoyens de la Syrie, comme les autres. La Syrie, il faut quand même pas. Là aussi, en France, on a un peu tendance à parler de la plupart des pays comme si c'était la France. C'est-à-dire comme si c'était une nation unie avec finalement quelques différences provinciales, mais sans plus. Non, ce sont des patchwork, que ce soit la Syrie ou que ce soit l'Ukraine d'ailleurs. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. On se demande pourquoi tout d'un coup les gens se tapent dessus comme ils le font, et c'est quand même pas par goût. Hein. Donc là, la volonté de Al-Giuliani, dans un premier temps, et sans doute sur injonction de ses sponsors, c'est de jouer le modéré. C'est une politique intelligente, il faut bien le dire. Alors l'ennui, c'est qu'elle va se heurter à d'autres ambitions, et notamment aux ambitions des autres sponsors. Alors, à commencer par la Turquie, qui donc a joué le rôle principal dans cette affaire, et elle a joué le rôle principal pour deux raisons. Mais pour ce qui est de l'histoire de l'unité, elle va évidemment faire connaître ses ambitions et sans doute s'emparer d'une bonne partie du territoire syrien, du nord de la Syrie. D'ailleurs, rappelons-nous, Dimitri, lorsque la Russie est intervenue pour Alep, Oui. ça avait mis en colère Erdogan parce que cette ville, il la considère comme la sienne. Et donc pour lui, il était en rage contre les Russes qui s'étaient emparés des combats pour la ville d'Alep. Absolument. Et d'ailleurs, un des députés de son parti, d'Erdogan, lors du début de l'offensive islamiste, là cette fois-ci, a fait une déclaration à Ankara, comme quoi Alep revenait enfin dans la mère patrie ottomane, incontestablement. Alors pourquoi je dis que la Turquie a joué un rôle fondamental et que pour la Russie, c'est une leçon, y compris pour l'avenir proche, et puis évidemment pour l'avenir plus lointain. Les Russes savent que les Turcs sont totalement perfides, en fait, traditionnellement, et qu'ils ont leurs propres intérêts. Mais on ne peut pas blâmer d'un autre côté Erdogan de défendre son pays. On aimerait bien avoir aussi, nous, des dirigeants qui défendent notre pays. Oui, Dimitri, mais de là à avoir des accords qu'il a aujourd'hui avec Erdogan sur les constructions de gazoducs, sur les centrales nucléaires et tout ça, c'est quand même beaucoup de… Enfin, par moment, on pourrait même croire à une forme de naïveté russe. Parce Alors que… là où il y a naïveté, là où il y a eu naïveté, et je pense que ça servira encore une fois de leçon, c'est comme je le disais tout à l'heure, le fait que les Russes aient combattu, en fait, quelquefois à la place des soldats syriens, ce qu'ils ne veulent pas refaire, parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre et parce que ce serait un combat beaucoup trop long dans lequel la Russie s'enliserait totalement et qui est donc un piège que lui ont tendu les Occidentaux et l'OTAN. Non, là où ils ont été naïfs en quelque sorte, c'est qu'ils ont mis fin au combat quand ils sont intervenus en 19 par un accord qui a été signé à Astana. Astana, c'est au Kazakhstan, hein. C'est la capitale du Kazakhstan. Oui. Et là, entre la Turquie, l'Iran et la Russie, il y a eu un accord pour arrêter les combats et pour garantir un refuge
dans la région de Idlib pour les islamistes. On est arrivé, et c'est garanti par la Turquie, et c'est sur insistance de la Turquie. Et la Turquie devait contrôler les islamistes qui se réfugiaient là. Les Russes eux-mêmes ont sauvé des islamistes, quelquefois les ont emmenés en autocar à Idlib par des couloirs humanitaires d'évacuation. Et bien évidemment, cette population concentrée à Idlib a évidemment s'est livrée à des attaques, s'est livrée à des exactions aussi contre notamment les chrétiens qui se trouvaient encore dans cette région, et puis ont envoyé des mercenaires combattre en Ukraine contre la Russie. Et évidemment, ils ont été armés, préparés, entraînés, équipés par les Occidentaux, et on en arrivait à une autre situation qui alors là est évidemment très sensible pour le reste du pays, Syrie, c'est qu'à Idlib, on en arrivait à vivre mieux que dans le reste de la Syrie. Ouais. Alors ça pose un vrai problème, évidemment. Ça ne va pas motiver les gens à défendre le régime de Al-Assad. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi, on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.